mais ils savent que les conditions de vie qu'ils ont eues, eux, eh bien, elles pourront être toujours valables pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Alors que nous, techniquement, c'est même de la folie de voir à quel point on se fout éperdument de nos enfants et de nos petits-enfants. On voit qu'un animal domestique, c'est un animal qui est resté à un stade de maturité, en dessous de sa maturité définitive. Et c'est ça qui permet d'obtenir, si tu veux, la docilité. Donc enfin, on a échangé effectivement, apparemment, notre liberté contre une forme de sécurité. Est-ce que c'est la bonne forme de sécurité? Est-ce qu'on ne peut pas se réorganiser entre nous sans passer par ces élites? C'est la question qu'on peut poser quand même. Réellement, là, en même temps qu'on discute, tu ouvres des portes en moi. Non, je te fais une petite confession, mais au niveau émotionnel, ça brasse des choses, des sensations, des... Bonjour Eric. Bonjour Thierry. Encore un plaisir de te retrouver. On est sorti de la caverne, d'une certaine manière, en pleine plateau. lumière. Ouais. Au doux soleil d'hiver catalan, on est pas mal du tout. J'ai prévu un petit jus, on est bon pour l'apéro, je te sers déjà tout de suite, il me semble que tu avais bien envie d'en prendre. On est parti pour le 3e épisode de notre série. Comment en sommes-nous arrivés là et qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir un petit peu, hein. Donc un projet, je le rappelle, qui part du constat qu'il y a vraiment une cassure qui est faite entre nous et le vivant, d'une certaine manière, que cette cassure, cette tension, elle devient de plus en plus intenable. Elle nous demande des mécanismes compensatoires qui sont de plus en plus destructeurs par eux-mêmes, une forme de iatrogénie, d'une certaine manière, et que peut-être c'est le moment de s'arrêter un instant et de se poser la question à quel moment se sont faites ces coupures, qu'est-ce qui s'est passé, les comprendre, et est-ce qu'on pourrait, hop là j'ai la feuille qui va le lire, et est-ce qu'on aurait pu faire autrement et est-ce qu'on pourrait encore faire autrement, hein, parce que comme tu le disais si bien, ces portes ouvertes, ces bifurcations, elles se sont faites à l'époque, mais elles sont toujours présentes. Tout à fait. C'est-à-dire que ces mouvements-là... Les possibilités d'ouverture sur autre chose sont toujours présentes, avec des modèles historiques. Oui, sont toujours présentes. Donc on est en plein là-dedans. Le premier épisode, on avait parlé de la prédominance du monde bactérien, du monde microbien, hein, et du fait que voilà, il était totalement incontournable, et que cette guerre qui était faite contre le vivant systématique depuis au moins 60-70 ans était purement suicidaire et délirante, et que moi, même souvent, j'ai tendance à dire c'est même hallucinant qu'on soit en si bon état par rapport à la guerre qui est faite contre le vivant. Alors, on n'est pas en bon état, on le sait, hein, on n'est pas en bon état du tout, psychologiquement, physiquement, c'est une catastrophe. Mais il n'empêche, on donne le semblant d'illusion que ça fonctionne encore à peu près. Il y a beaucoup de béquilles, oui. Oui. Mais parce que c'est ce qu'on dit, c'est qu'en fait on compense, on surcompense en permanence. Dans le 2e épisode, on a vu l'apparition, suivant des narratifs différents d'ailleurs, l'apparition d'une espèce à part, hein, l'homme, l'espèce Homo sapiens, qui n'est pas si sapiens que ça, hein, que tu as même réussi à qualifier d'Homo demens, à l'instar d'Edgar Morin, exactement. Une espèce qui se définit plus par sa fragilité, son inadaptation et sa précarité, qui va en faire un super prédateur pour juguler cette peur, que par sa force inhérente. On n'a pas des grandes capacités, et c'est comprendre ça, c'est comprendre ce fameux bug humain que tu décrivais à la fin, qui expliquerait pourquoi on a qui tenterait d'expliquer pourquoi on a une attitude si prédatrice sur notre environnement, pourquoi on se comporte à certains égards comme des psychopathes. Totalement, tout à fait, par rapport à tout notre environnement, et qu'est-ce qui fait que dans la création on soit les seules espèces vivantes à avoir ce type d'attitude, parce que finalement il n'y a pas d'animal qui s'accapare comme ça de façon illimitée des territoires, qui provoque la guerre systématique. Il y a des affrontements entre les animaux, mais c'est des affrontements très ponctuels, dictés par un besoin très, très précis. Ils veulent s'approprier une proie et puis après c'est réglé, mais ils font pas du harcèlement sur Instagram, non, voilà. Non. Surtout pas des massacres de masse, la torture et compagnie. Donc on est arrivé là. On est arrivé là. Je vais refaire un petit résumé aussi. Tu refais un petit résumé? Alors très rapide. Hein. Vas-y. Donc pour moi, ce qu'on a posé de fondamental dans le premier épisode, c'est donc l'importance en termes de créateur, hein, du microcosmos, des microbes,
avec, en ayant posé, disons, au départ, la photosynthèse aussi. Et on est arrivé à la notion de symbiose, c'est-à-dire que le monde, la symbiose est en fait la force évolutive du vivant. Et en fait, ceux qui supportent ça depuis presque 4 milliards d'années, c'est le monde microbien. Oui. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est ce qu'il faut répéter et répéter. Oui, c'est ce qui nous permet de dire que ce qui était valable hier l'est toujours aujourd'hui. Toujours, évidemment. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le monde microbien aujourd'hui, on n'aurait pas d'atmosphère à 21% d'oxygène, il n'y aurait pas les remarquables symbioses des arbres avec le monde des champignons et notre flore intestinale, par exemple. Donc ça, c'est de poser l'importance du microcosmos. Donc la guerre contre eux, c'est une guerre contre nous-mêmes. C'est une guerre contre tout le vivant, c'est ce que tu voulais dire. Et dans le deuxième épisode, en fait, on a posé, souviens-toi, c'est on a posé 2 mots un peu complexes, qui demandent de réflexion, c'est-à-dire d'une part la néothénie. C'est-à-dire, on parle d'un animal qui est, on va dire un animal, qui est excessivement vulnérable. Ah oui, mais je suis d'accord. Tu me regardes comme pour, enfin, tu vois, pour savoir si je ne vais pas réagir, je suis complètement d'accord avec toi, je reconnais. Et d'ailleurs, je pense que la partie animale en l'homme, on la néglige beaucoup trop. Mais bien sûr. La partie instinctive, la partie voilà, purement notre animale. Physiologie mammifère. Voilà. Nous sommes des mammifères. Alors, mais avec cette idée de néothénie qui est très importante, c'est-à-dire qu'on conserve des caractères, on va dire embryonnaires, ou on pourrait dire presque infantiles à l'âge adulte. J'aime bien larvaire, moi. C'est ça. Oui, ça on va y venir. Attends, on va y venir à la larve. Et donc en fait, ça veut dire qu'on est, et ça c'est reconnu, des animaux néothéniques, donc ils conservent des caractères embryonnaires à l'âge adulte, et donc on serait une forme immature, inaboutie, mais avec la possibilité de se reproduire. Alors, ce qui n'est pas le cas normalement des formes larvaires, des formes intermédiaires avant l'imago. Donc ça, on avait dit aussi que c'était une extraordinaire porte de sortie, parce que ça veut dire que peut-être on a des stades ultérieurs de l'humanité, et que ça sera ça notre porte de sortie. Donc ça, on en a beaucoup parlé. Donc à côté de la néothénie, de cette extraordinaire vulnérabilité biologique, un animal sans crocs, sans griffes, sans poils, etc., on a une compensation, entre guillemets, l'un n'entraîne pas l'autre, mais il se trouve qu'on a une hypertrophie du cerveau, et moi j'ai qualifié ça d'hypertélie, c'est-à-dire qu'un organe qui va bien au-delà, qui continue à se développer jusqu'à la démesure, en fait. Et donc il y aurait eu, tu vois, il faut toujours rester très prudent dans les paroles, une compensation, et il y a eu une compensation d'une énorme vulnérabilité biologique. On n'existerait pas si on était resté sans notre main, sans notre cerveau, donc sans le secours de la main et du cerveau. Donc on est une espèce qui a pour moi surcompensé au niveau de sa créativité, voilà, notamment au niveau de la technologie. Au départ, des armes, des outils, et puis petit à petit, il y a une accélération extraordinaire, puisqu'on a dit qu'il y avait eu 300 000 générations depuis 7 millions d'années. Mais là, on va parler d'une époque maintenant, aujourd'hui, dans ce 3e épisode, où on est à 300 générations de nous. Oui. Donc c'est très peu par rapport à l'évolution antérieure. Donc voilà, donc je te laisse la parole pour présenter le 3e épisode. Le 3e épisode. Donc le 3e épisode qui parle de cette, alors, entre guillemets, révolution néolithique et ses conséquences. Oui. Alors révolution, tu l'as mis entre guillemets, pourquoi? Parce que c'est le mot révolution qui va être utilisé plus tard, bien plus tard, il y a 200 ou 300 ans avec la révolution industrielle. En fait, le mot révolution implique que les choses se sont passées très rapidement. Or, ce n'est pas le cas. Un événement daté, identifiable. Une révolution, tout d'un coup, il y a une insurrection, puis c'est la révolution. Ben non, pas du tout. On a appelé ça la révolution néolithique, on va le situer dans le temps et dans l'espace. Mais en fait, ça s'est déroulé sur des milliers d'années. Et pourquoi pas, on pourrait dire qu'on est encore dans ce processus-là. Mais il y a un début. Et c'est un début qui nous ramène au mystère, pour moi, parce que tu verras que la révolution, ce qu'on appelle la révolution néolithique, en fait, on n'a toujours pas compris pourquoi il y avait eu certaines options qui ont été choisies, entre guillemets, par l'humanité, par une partie de l'humanité. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de nous en décrivant une situation dramatique, notamment physiologiquement parlant, etc. Mais c'est nous, c'est l'humain occidental quand même. Oui. Voilà, moderne. C'est pas. Oui, avec un modèle occidental qui se répand dans le monde à toute vitesse. Bien sûr, et qui pourrit tout. Il y a une espèce de fascination qui est organisée par les grands systèmes de distribution. Par les médias. Oui, par les médias, qui fait que le monde entier rêve de notre mode de vie. Même si on leur dit qu'on est les plus gros consommateurs de psychotropes, qu'on ne va pas bien du tout et que c'est une catastrophe, ils rêvent. Ouais, ils rêvent devant nos vitrines colorées à Noël et ainsi de suite, même si en vérité pas grand monde, même chez nous, ne peut y accéder. J'aime à imaginer qu'il y a quand même encore des peuples, il y a encore beaucoup de peuples dits premiers, il y en a encore, ça représente des millions de personnes, et je pense qu'il y a un certain, j'espère,
Et des qui se pays protègent de tout ça. Voilà, et des pays qui ont conservé leur ruralité, leur paysannerie, Oui, aussi. chose qu'on a complètement détruite en France, et le jour où il va y avoir vraiment une grosse récession technologique et économique, c'est ça qui va faire la différence. Bien sûr, bien sûr. Puis ceux qui l'auront pas quitté depuis trop longtemps reviendront beaucoup plus rapidement que ceux comme nous, pour qui la douche froide va être vraiment violente. Il y a eu une rupture dans les savoir-faire, dans la transmission des savoir-faire, notamment lors des guerres. Hein. Oui. Bon, on peut citer au moins une guerre dramatique, c'est la guerre de 14-18 qui a exterminé toute la paysannerie européenne et les hommes avec leurs chevaux. On a exterminé des gens qui avaient des savoir-faire, il y avait des artisans, etc. etc. Et en fait, tout ça au nom de pouvoirs qui s'affrontaient pour des raisons obscures. Alors, on avait évoqué une notion d'accélération quand même dans l'histoire humaine. Toi, tu dates cette accélération un petit peu de ces fameux 300 générations. Donc là, tu me dis la révolution. Voilà, les néolithisations. Aujourd'hui, on parle plus, enfin là, on emploie encore ce mot-là parce que voilà, la révolution néolithique, mais en fait, je dirais que ceux qui s'occupent vraiment de ça parlent des néolithisations, c'est-à-dire d'abord, ça signifie qu'au niveau géographique, spatial, il y a eu plusieurs foyers. Oui. Et non pas un seul foyer avec une diffusion partout, il y a eu plusieurs foyers de néolithisation. Et surtout, à quoi ça correspond? Alors que ça soit arrivé à plusieurs endroits différents dans le monde, peut-être mystère, peut-être que ça s'explique par l'évolution humaine, je n'en sais rien. Mais tout le monde connaît le Proche-Orient, hein, la Mésopotamie, il y a eu la Chine, il y a eu plusieurs foyers quand même. Voilà. Et ça se traduit, bon, on va y venir très 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 vite, notamment par des processus de sédentarisation. Oui, les caractéristiques, j'allais te demander quelles sont les caractéristiques principales. Sédentarisation. Agriculture. Donc sédentarisation, puis ensuite derrière agriculture, élevage, ce qui signifie domestication. Oui, alors, domestication pour moi ça me paraît évident, mais je pense que ça vaut le coup de préciser. Pourquoi est-ce que tu fais rimer sédentarisation et agriculture? Parce que je ne le fais pas rimer. Enfin, l'une est la conséquence de l'autre. Attends, alors là c'est plus compliqué que ça. D'accord, ok. Et tu as raison d'en parler, parce que justement, c'est dans ce processus très long, il n'y a pas de confusion entre l'agriculture et la sédentarisation. Par exemple, on considère aujourd'hui que l'agriculture est apparue avant la sédentarisation. Donc il y a eu un début d'agriculture, mais c'est pas un phénomène qui se produit d'un bloc, où tout d'un coup, tout un tas de peuples nomades, semi-nomades, chasseurs-cueilleurs, vont décider... Ça arrête du jour au lendemain. Ouais, ils s'arrêtent, et puis ça y est, ils plantent des choses. Mais non, pas du tout. C'est un processus beaucoup plus complexe. Et donc, en fait, si tu veux, il y a d'abord, finalement, l'apparition d'une certaine agriculture, et puis petit à petit des peuples qui vont se sédentariser, mais il n'y a pas de confusion entre les deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir des peuples sédentarisés et qui ne pratiqueront jamais l'agriculture. C'est possible. Très peu, oui, bien sûr. Ou alors une petite horticulture, du jardin, mais pas de l'agriculture, entre guillemets, intensive. Ça me paraît, excuse-moi, je fais une petite aparté, ça me paraît quand même difficile, parce qu'il me semblait que le chasseur-cueilleur ne pouvait trouver suffisamment de ressources alimentaires que parce qu'il changeait régulièrement d'environnement en étant nomade ou semi-nomade. Des fois, il pouvait quand même s'arrêter, se sédentariser au bord des fleuves, dans les deltas. Oui, dans des zones où il y a vraiment une surabondance de nourriture. Il y a du gibier parce que voilà. Et puis aussi une utilisation toujours par des gens non sédentarisés de céréales sauvages. Et éventuellement, ils vont à un moment donné se mettre, alors sur des milliers d'années, des centaines d'années, ils vont se mettre par exemple à faire du défrichage, des brûlis, etc., tout en restant sur un mode nomade ou semi-nomade. De la même manière que on va voir, tu verras qu'il y a des peuples qui étaient sédentaires une partie de l'année et nomades le reste de l'année. C'est-à-dire que ce n'est pas des phénomènes d'un bloc, c'est surtout ça. Et l'agriculture a plutôt précédé la sédentarisation. Voilà. Et les sédentarisations ont toujours été partielles. Je te dis, c'est même des peuples qui se sédentarisaient une partie de l'année, puis l'autre partie de l'année, ils bougeaient. Voilà. Et après, bon, si on va plus loin, parce que tout ça, effectivement, participe d'une confusion dans ce qu'on appelle la révolution néolithique. Donc l'apparition des cités, des villes. Oui. Des villes. Et bon, je ne sais pas si je vais aller trop vite là, mais après on va voir arriver d'autres choses, les conséquences de la sédentarisation et de la création de villes. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est si tu veux, le fait, est-ce que les hiérarchies, est-ce que l'esclavage, est-ce que ensuite plus tard la monnaie, l'écriture découlent de ça, est-ce que c'est obligatoire? Voilà, c'est ça qui est important de voir. Est-ce qu'il n'y a pas des portes de sortie? Est-ce qu'elles n'ont pas été utilisées déjà? Est-ce qu'elles n'existent pas encore? Cette sédentarisation, elle s'est accompagnée de ce que tu appelles une conversion, d'une certaine manière, du sauvage au domestique. Et les chiffres sont quand même assez impressionnants. Alors la conversion, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça dans un bouquin. J'ai bien aimé le mot conversion parce que je trouve que c'est ce que j'ai aimé avec humour, c'est sa connotation religieuse. C'est-à-dire comme si, je dis bien comme si, tu m'entends bien, le fait de se convertir, de ne plus être sauvage et de se convertir, de devenir domestique,
était en fait un process vers la civilisation, vers quelque chose qui était beaucoup plus évolué, en tout cas. Donc on se convertit, on était des sauvages, on était des primitifs, des païens, on va se convertir à la domestication. Ce narratif plaît beaucoup au modèle social actuel. Bien sûr, surtout que après on va voir, je ne sais pas si on en est arrivé là, mais c'est vrai que on va dire que cette sédentarisation a été, bien sûr, dès que tu vas faire de l'agriculture, je veux dire intensive, notamment céréalière, hein, on va avoir bien évidemment beaucoup plus de sédentarité et la domestication qui ne sera pas du tout, les domestications ne seront pas les mêmes selon que tu es par exemple au Proche-Orient ou même en Eurasie et par exemple en Amérique du Sud. Et ça va peut-être, c'est une question qu'on va poser, engendrer des modes de vie et des modes de vie sociaux différentes. Oui, d'accord. Okay, voilà. Alors, tu me mets dans ce document-là de travail, tu me dis qu'il y avait environ 10 000 espèces d'oiseaux et 3 000 espèces de mammifères. Alors ça, oui, alors d'accord, ce sont des chiffres, on va dans d'autres documents tout aussi scientifiques, hein. Tu vas en trouver d'autres. Moi je remets en question la notion d'espèce, mais ce n'est pas le jour aujourd'hui pour parler de ça, et surtout ça me semble un petit peu complexe de compter les espèces. On considère aujourd'hui qu'en Amazonie, il y a encore des milliers et des milliers d'espèces qui sont totalement inconnues. C'est juste histoire de réaliser que finalement il y en a très très peu qui ont été domestiquées. Oui, voilà, tu as raison. Alors, on va garder ça, on va garder ces chiffres-là. C'est pour une échelle de grandeur, hein. Une trentaine d'espèces animales, 20 mammifères, une dizaine d'oiseaux, plus des insectes. Des insectes, si on peut parler de domestication, les abeilles notamment ou les vers à soie. Oui, c'est une semi-domestication. Oui, mais il va y avoir des sélections, il va y avoir une érosion génétique, donc d'accord. Et la nutrition, dès que la nutrition, si tu veux, et la procréation, qui sont quand même les deux, comment dire, les archétypes éthologiques du monde vivant. C'est-à-dire les animaux se déplacent pour se nourrir et pour procréer, grosso modo. Hein, voilà. Donc en fait, on va s'occuper de ça, donc il y a domestication. Donc très peu d'espèces, et c'est très mystérieux, pourquoi celle-là, hein, pourquoi à ce moment-là. Et surtout, quelles sont les conséquences de la domestication pour ces espèces, jusqu'à ce que j'amène aussi ici, mais c'est pas moi qui ai amené ça au départ, mais ça me plaît beaucoup, la domestication, l'autodomestication aussi de l'humain. Tu considères que l'humain est un animal domestique? Oui. Pour arriver à supporter les conditions des villes, il a dû se domestiquer lui-même. Alors, tu avais dit dans un des épisodes ce côté, on échange notre liberté contre notre sécurité. Tu te souviens de ça? Oui, bien sûr. Ah ben c'est ça, la domestication. Mais c'est le deal humain depuis le début du... Voilà. Et donc ça peut être très symbiotique. Oui. Alors, on imagine, par exemple, prenons une image un peu d'Épinal, voilà, le gars qui travaille avec son cheval dans un pré, dans un champ, il y a une forme de symbiose, ils travaillent ensemble, ils dépendent l'un de l'autre, finalement, pour leur vie, parfait. Et puis après, tu as des modes différents d'utilisation, où on va aller très vite vers une domination, vers un asservissement, et jusqu'à une souffrance dans la domestication. Alors la domestication, je voudrais citer un livre, c'est James Scott qui a écrit un livre qui s'appelle Homo Domesticus, et que je recommande parce que c'est lui qui fait cette proposition-là et elle est très judicieuse. Il y a une forme de domestication et on ne peut le comprendre au-delà simplement le fait de le dire par le phénomène. Qu'est-ce que la domestication implique? Alors il n'y a pas que la domestication des espèces vivantes et de l'homme, on parle aussi de domestication du feu. Oui. Alors ça, c'est bien antérieur, mais tu fais bien de le rappeler. Parce que la domestication du feu, on peut considérer qu'elle a de lourdes conséquences et je te rejoins complètement là-dessus. 400 000 ans. Oui, 400 000 ans. Les conséquences, c'est, bon, si tu veux, on avait déjà évoqué ça, il me semble. Donc, bien sûr, la lumière, bien sûr, la chaleur, bien sûr, le fait d'éloigner les prédateurs, bien sûr, la cuisson. Et au-delà de ça, n'oublions pas que le feu va permettre la métallurgie. Donc ça veut dire de créer des outils et des armes beaucoup plus performants, la métallurgie. On va donc, et les mines, il faut bien des gens qui travaillent dans les mines, en fait, tu vois, ça va très très vite. Donc des armes blanches, des armes à feu, et au-delà, si tu veux, le feu, la domestication du feu, c'est aussi pour moi les énergies fossiles ou l'énergie nucléaire. On crée de l'énergie, on crée quelque chose qui est de l'ordre du feu. Et du coup, un mot que j'ai rajouté aussi, pour compléter la domestication, une addiction. Ça devient addictif, on ne peut plus s'en passer. Et ça, c'est très important, parce qu'on avait parlé aussi des addictions de manière assez succincte. Oui, sur le plan alimentaire, c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé par tous les tenants de l'instinctothérapie, des choses comme ça, qui montrent qu'effectivement, on a des systèmes de régulation de la prise alimentaire qui ne sont pas adaptés à la transformation thermique par le feu et qu'ils sont complètement trompés et qu'on va pouvoir se mettre à manger de façon complètement illimitée. Et la transformation et la cuisson. Voilà. Bien sûr. Alors que normalement, on a des mécanismes régulateurs instinctifs, ce qui paraît une évidence même, parce qu'il
c'est évident qu'il y a un système de régulation qui nous fait nous arrêter quand on a assez mangé, et ces systèmes sont complètement trompés, donc on va sur l'hyperconsommation alimentaire et puis tout le reste, et sur toutes compensatoire par rapport au stress, etc. Oui, et puis sur toutes les pathologies qui sont suivies, diabète, obésité, cardiovasculaire, ainsi de suite, encore des énormes pompes à fric pour toute l'industrie. Ce qui est intéressant, tu vois, on va parler des domestications là. Bon, moi je m'occupe de chevaux, tu le sais. Bon, les chevaux nous suivent énormément dans nos pathologies. Donc il y a des chevaux obèses, diabétiques, qui font des AVC, des trucs de dingue. Et en fait, il faut savoir que c'est la satiété chez le cheval. On les a vaccinés contre le Covid ? Non, pas ils encore, ont pas réussi. On y songe. Ah ouais, j'y pense, je me demandais s'ils avaient réussi. Et donc les chevaux, il faut voir, par exemple, tu parlais de satiété, on ne peut pas relier simplement l'apport de certaines quantités de sucre, de protéines et compagnie. La satiété, par exemple, chez le cheval, vient du nombre de coups de mâchoire qu'il va donner sur 24 heures. Parce que son évolution pendant des millions d'années a consisté à manger des aliments excessivement grossiers avant la domestication. Oui, très fibreux. Très fibreux, donc des dents qui sont à pouce continu, qui descendent et qui montent toute la vie. Et donc, ils usent leurs dents, donc ils ont besoin de cette dent à pouce continu. Mais surtout, ils n'atteignent la satiété à partir du moment où ils ont donné un certain nombre de coups de mâchoire par jour. Donc, ce n'est pas quantitatif. Tu vois, il y a un côté éthologique dans l'alimentation, la manière dont on se nourrit, la mastication, etc. Donc, voilà, c'est beaucoup plus complexe, mais là, on s'égare un petit peu. Alors, tu me disais aussi qu'avec cette sédentarisation, on voit l'apparition du culte des morts. Comment ça se passait dans les civilisations qui étaient beaucoup plus nomades ? On revient à la domestication après. Oui, on revient à la domestication après. Alors, on dit que, parce que tu sais que les chiffres qu'on donne là peuvent être remis en question, peuvent être différents d'un document. C'est un narratif. Voilà, c'est un narratif. Alors on va dire grosso modo que on a commencé à trouver vraiment des sépultures, des endroits où on avait déposé des morts il y a 100 000 ans. Donc c'est très récent. Maintenant, il y a eu sûrement des sépultures qu'on n'a pas retrouvées parce qu'elles étaient à droite, à gauche, il n'y avait pas de monuments autour, etc. Mais là où c'est intéressant, si tu veux, quand tu relis ça à la sédentarité, c'est que je me suis demandé, moi je me suis posé la question, à quel moment, si tu veux, est-ce qu'il y a un lien entre la sédentarisation et le fait d'avoir des tombes, et donc un culte des ancêtres, des morts surtout, bien sûr, des dominants, hein, les rois, les empereurs, etc., qui étaient accompagnés, entre parenthèses, de gens sacrifiés, hein, des fois des centaines, des milliers, hein, de gens qu'on sacrifiait au moment qu'on sacrifiait, qu'on mettait dans les tombes de ces dominants. Donc on a vu ça dans plein de civilisations, dites des civilisations, moi je mets des guillemets à ce moment-là. Alors pourquoi ça ? Parce que si tu veux, une tombe par définition, surtout quand elle est somptuaire, quand il y a un monument autour et un culte, elle va rester là, elle. Oui. Et donc il peut y avoir une sédentarisation. Il y a plein d'endroits où tu as, si tu veux, une confusion dans le sens géographique, spatial, entre un temple, un palais et un cimetière. D'accord ? Et donc, à partir du moment où il y a un culte, on ne peut pas bouger de là, ou alors il faut bouger et revenir. Et ça existe aussi. Hein. On va nomadiser, puis on revient pour des rituels. Ça, c'est très important. Les humains se sont réunis par moments comme ça pour des rituels. Mais ça amène beaucoup plus loin, tu verras un petit peu plus loin dans notre entretien. C'est qu'en fait, ces morts, on les nourrit. On leur fait des offrandes, et donc on les nourrit, c'est-à-dire que on part justement avec des céréales, retour à l'agriculture un peu plus intensive, et avec de la bière aussi. Hein, on les nourrit, c'est quoi ? On les nourrit. On pose des bières, voilà. Et en fait, on peut se poser la question si tu veux, ça fait excuse-moi l'expression, mais ça fait des bouches de plus à nourrir, et donc il faut produire plus. Et ça peut aller chez certaines personnes, les plus pauvres, vers un endettement. On peut voir ça dans d'autres pays, et même aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui vont s'endetter pour des rituels. Oui, pour des rituels liés à la mort. Excuse-moi, mais il y a des gens qui s'endettent aujourd'hui pour fêter Noël, quoi. Je veux dire, donc il y a des rituels qui font que les gens vont s'endetter. Et en fait, on verra que je fais un lien de plus, le lien de la dette avec l'esclavage. Donc l'esclavage pour dette, qui a été bien décrit aussi, et duquel, à mon avis, nous ne sommes pas sortis. Réflexion de civilisation. On n'est pas sorti de l'esclavage pour dette. Voilà. Et donc, en fait, pour revenir à ta question, l'idée, c'est de se demander si le fait il y a un lien étroit entre la sédentarisation et le fait d'avoir des tombes et d'honorer ses morts. Oui, certainement. Oui.
Dans les domestications, il y a la domestication des loups, l'alliance avec les loups, dont tu parles très très souvent. Très bien, donc en fait, effectivement, là, tu es en train de... C'est bien parce que tu remontes justement vers la néolithisation. On n'a pas du tout dit les dates quand même, on va le dire maintenant, puis après on va parler des loups. Donc, en fait, après la dernière glaciation, une glaciation, ça dure peut-être 80 000 ans, tu vois, c'est un truc... On a traversé tout ça, il ne faut pas oublier. Les dates proposées dans le narratif. Oui, voilà, 80 000 ans. Donc il y a régulièrement des glaciations, des phénomènes glaciaires, interglaciaires. On est sorti de la dernière glaciation, la glaciation de Wurm, il y a 12 000 ans. Tu vois, donc ça, c'est le début du néolithique, d'où le terme de néolithisation. Donc néolithique, c'est une époque. 12 000 ans, ça n'est pas grand-chose. Hein. Paléolithique, mésolithique, néolithique, donc néolithisation. Donc on sort de la glaciation, il va y avoir une période avec ce qu'on appelle un optimum climatique, entre moins 9 000 et moins 3 000. Donc ça veut dire qu'il faisait en moyenne plus chaud qu'aujourd'hui. D'accord. Et donc du coup... on fait combien en moyenne plus? Je ne saurais pas te dire. Pendant une glaciation, on n'est pas beaucoup en dessous de la 5 moyenne. degrés, 5 degrés à peu près. Ouais. Je dirais quelques degrés de plus, mais ça fait des différences énormes au niveau notamment des cycles végétaux. D'accord. Donc en fait, on est dans une époque qui va favoriser quand même le fait d'avoir des cultures beaucoup plus intensives, notamment de céréales, et donc des plantes domestiquées, le blé, l'orge, le maïs. Avec cet avantage de la céréale par rapport à certains tubercules, qu'elle est facile, elle est visible, et les cultures sont visibles, donc facile à contrôler par les dominants, puisqu'on voit les cultures, on peut les... Voilà, puis on va inventer la poterie pour conserver les céréales, etc. Oui, il y a toute une échelle de conséquences. Tout ça va ensemble. Alors, est-ce que ça va ensemble partout, tout le temps? Est-ce que c'est arrivé tout en même temps? Je ne pense pas. Donc voilà, domestication des plantes, très important, qui consiste aussi, bon, la domestication, il y a un affaiblissement, il y a un syndrome de domestication quand même. Qu'est-ce que tu appelles le syndrome de domestication? Ça a été décrit aussi, le syndrome de domestication, plutôt chez les animaux. Donc là, tu vois, on vient de placer, à partir, alors on va revenir un petit peu quand même, on n'oublie pas nos loups quand même, hein. On a placé le début des néolithisations il y a 10-12 000 ans. Oui. On a dit que c'était un phénomène très progressif sur des milliers d'années. Donc les premières cités, vraiment ce qu'on appelle des cités, c'est dans 3000 ans avant notre ère. Hein, c'est pas, voilà, c'est dans le croissant fertile. Donc avant, il y a tout ce processus très lent de sédentarisation et de domestication. Puisque on en est là, je vais revenir aux loups. Donc en fait, l'alliance avec les loups, moi je préfère le dire comme ça. Parce que la domestication implique plus ou moins un consentement réciproque quand même. C'est une alliance avec un consentement réciproque. D'accord. Et non pas, comme on pourrait le croire aujourd'hui et l'observer avec l'élevage industriel et compagnie, un asservissement, une réduction d'esclavage. Donc c'est intéressant parce que autant avec le monde animal, à travers ces alliances qu'on a passées avec eux, autant avec les humains, est-ce qu'on doit passer obligatoirement par un asservissement, tu vois, une soumission à travers la domestication ou pas? Excuse-moi, une petite aparté, comment tu le vois, cette alliance? Je veux dire, c'est quoi, une fois, il y a le roi des loups et le roi des hommes qui se sont rencontrés, ils sont tapés dans la main. C'est pas tout à fait ça. Non, mais non, tu sais, ça m'intéresse. Donc le loup, l'alliance avec les loups, c'est 35 000 ans quand même. Hein. C'est la plus vieille domestication. Alors on parle de domestication, mais si tu bien veux... avant le cheval. Ah, bien avant le cheval c'est 4 000 ans, 5 000 ans. Ah oui. Et puis c'est voilà, ça explique ce lien avec les canidés qui est très important. Énorme. Alors par rapport à ton roi des loups et ton roi des humains là, je pense que surtout il y a eu c'est mon avis en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Souviens-toi à travers ce qu'on appelle l'hominisation, hein. C'est-à-dire comment petit à petit l'homme devient homme, hein, Homo sapiens, enfin Homo habilis erectus sapiens, etc. On a un phénomène, on s'est aperçu qu'il y avait une socialité qui se met en place, les humains vivent en groupes sociaux, notamment, dit-on, parce que l'élevage des jeunes est très long, etc. Et je pense, moi voilà mon avis, c'est qu'ils ont, on se rend compte que la socialité des loups est très proche. C'est-à-dire qu'ils vivent en bande, ils ont une histoire, une culture, ils vivent en... Oui, il y a beaucoup de similitudes. Oui, beaucoup de similitudes. Et je pense, alors il y a eu une observation réciproque sur des centaines, des milliers, peut-être des dizaines et des centaines de milliers d'années, une observation réciproque. Et tu veux qu'ils vivaient sur les mêmes territoires, ils se regardaient. Et moi je pense que, c'est mon avis profondément, ce sont les loups qui ont appris à chasser. Les techniques de chasse, tu sais, par approche, avec l'endurance. Elles sont issues des loups. Oui, je pense. Oui, je pense. Et donc à un moment donné, il va y avoir des rencontres. Je suppose que ça peut être, je sais pas, on dit recueil de jeunes, parce que domestiquer à l'époque, hein, imaginez domestiquer un cheval adulte avec la pleine puissance de sa maturité, ou un loup adulte. Bon, donc peut-être l'adoption de louveteaux.
Hein, peut-être aussi, et puis petit à petit, sélection des plus dociles, etc. Et l'alliance, ça veut dire que eux vont profiter peut-être des restes, puis nous des leurs d'ailleurs, hein, le charognage. Et puis petit à petit, il y a quelque chose qui se fait, et l'alliance est toujours présente aujourd'hui. D'accord, ok. Mais il y a une infantilisation. Alors j'emploie ce mot vraiment très consciemment, parce que, si tu veux, globalement, le phénomène de domestication implique de maintenir ces espèces à un stade infantile. Et ça peut se décrire physiologiquement aussi. Je te donne des exemples. Les jeunes loups, les louveteaux, aboient et remuent la queue. Les louveteaux. Les loups adultes ne le font plus. Donc un chien, si tu veux, c'est comme un louveteau. Il est resté à un stade pour pouvoir s'allier avec l'homme. Ce que je veux dire, ils ne pouvaient pas devenir... Voilà. Donc c'est comme si hein, on les empêchait d'atteindre la maturité. Les chats sauvages, les jeunes chats sauvages, les chatons sauvages, ronronnent, jouent. Les chats sauvages adultes ne ronronnent plus et ne jouent plus. Donc tu vois, on voit qu'un animal domestique, c'est un animal qui est resté à un stade de maturité, en dessous de sa maturité définitive. Et c'est ça qui permet d'obtenir, si tu veux, la docilité. Parce qu'autrement, essayer avec un loup, ça peut expliquer aussi pourquoi certaines espèces ont été domestiquées et pas d'autres. Il y en a qu'on n'a jamais pu domestiquer. Parce que c'était trop difficile à domestiquer. Oui. D'accord. Voilà, impossible à infantiliser. Alors on fait, maintenant, ça serait bien que ceux qui nous écoutent fassent des liens sans qu'on le fasse systématiquement quand on décrit la domestication avec la domestication humaine. Hein. Oui. Voilà, infantilisation, oui, on retrouve les mêmes caractéristiques. Dépendance, etc. Et je te donne un dernier exemple qui est marrant. Les chiens ont des muscles autour des yeux qui n'existent pas chez les loups. Et en fait, si tu veux, ces muscles autour des yeux, toi, le regard d'un loup, quoi, hein, le regard d'un loup, regarde le regard d'un chien, ce regard un peu comme un regard d'enfant que les gens adorent, un peu comme le chat de Shrek, tu sais, ce regard un peu comme ça, là. Nous, on a des muscles pour faire ça, les chiens aussi, les loups ne les ont pas. Ils ne peuvent pas faire ce genre de mimiques qui sont des mimiques pour avoir quelque chose, etc. etc. Bon, voilà. Donc la proximité avec l'humain aurait permis... Oui. Par sélection et puis par évolution, si tu veux, dans un stade infantile. Donc en fait, les chiens, c'est des jeunes loups, si tu veux. Voilà, on résume ça comme ça. Ça c'est ce qu'on appelle le syndrome de domestication, c'est-à-dire que moi j'aime bien résumer aussi parce que ça fait réfléchir le consentement à la soumission. Consentement à la soumission. Ah oui, soumission volontaire, quoi, d'une certaine manière. Oui, comme dira beaucoup plus tard M. Rousseau, hein, la soumission volontaire, le problème d'interrogation sur les inégalités et la soumission volontaire des uns aux autres. Tout ça, ça fait partie d'une histoire qu'on pourrait... toi, on cite plein de choses, mais ça fait partie de cette histoire. Oui, complètement. Ah, ouais. Alors, cette sédentarisation propre à l'homo, en fait, en tant que telle, la plus grosse problématique qui apparaît, c'est toutes les conséquences de cette sédentarisation. Oui, c'est-à-dire d'un choix qui peut paraître à la limite anodin, on se dit, bon voilà, ils arrêtent de circuler, mais il y a toute une cascade de conséquences. J'aimerais même qu'on les passe en revue parce que ça va nous permettre de commencer à toucher du doigt une bifurcation. Oui, bien sûr. Une bifurcation très importante, parce qu'il y a énormément de choses qui découlent de cette sédentarisation. En remarquant tout de suite, avant de parler des conséquences, que, parce que ça, on en a encore aussi parlé, c'est très important, c'est-à-dire que actuellement, je dirais l'homme moderne occidental dominant considère qu'il y a une flèche évolutive linéaire depuis les sauvages, ou les chasseurs-cueilleurs, les sauvages, les primitifs, etc. Et que l'accès à la civilisation par la sédentarisation et la domestication était un passage obligé. Ça fait partie de l'évolution humaine et c'est comme ça que ça devait être. Alors qu'il y a des peuples qui ne se sont jamais sédentarisés, et il y a des peuples qui ont beaucoup moins d'animaux domestiques, oui. Et il y a encore, et ça existe encore, et donc c'est pas inévitable. Alors, les conséquences, en tout cas visible pour l'humain, c'est que si on se sédentarise, on voit apparaître dans les mêmes périodes, si tu veux, des hiérarchies. Des hiérarchies? Oui. Entre les humains? Oui, les humains et puis les humains et les animaux. Il y a un gradient qui se met en place? J'aime bien dire que c'est pas obligatoire, mais ça, je pense que c'est une réflexion ultérieure, parce que c'est tellement nouveau de pouvoir réfléchir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir de très très grandes, de regroupements humains sur des surfaces importantes, hein, même avec des structures somptuaires, tu sais, des temples, sans qu'il y ait forcément inégalité.
C'est-à-dire que sans qu'il y ait un pouvoir, une domination, etc., etc. Donc on va rester plutôt dans le modèle conventionnel pour l'instant. D'accord. Qui voit apparaître des... Oui, ça m'intéresse en même temps que tu le développes. Oui. Oui, parce que le modèle qu'on a, c'est les Aztèques qui construisent des pyramides avec des esclaves voilà, et ainsi de suite. Voilà, mais c'est important de commencer justement par la vision qu'on a de ça, comme une vision ça serait unique. Ça s'est toujours passé comme ça, et que ça se passe comme ça était absolument obligatoire. C'est naturel, entre guillemets. Ou culturel, mais en tout cas c'est comme ça. Alors si on prend les aspects, si tu veux, on voit apparaître donc des villes. À partir du moment où tu produis beaucoup plus de céréales, parce que domestication des plantes, voilà, il y a d'une part l'humain va travailler beaucoup plus qu'un chasseur-cueilleur en termes de travail. Ah oui, de travail effectivement. Oui, c'est vrai qu'on dit que les civilisations de chasseurs-cueilleurs, ils passent 2-3 jours, 3-4 heures, 3-4 heures par jour à subvenir leurs besoins. Oui. Et le reste du temps, ça peut être un temps pour la créativité, ça peut être un temps pour l'amour. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps à travailler. Les corps, du coup, vont s'en ressentir. On a besoin de main-d'œuvre. Donc on va voir apparaître, si tu veux, alors là je fais une corrélation rapide, pas vraiment avec le temps. Donc on va voir apparaître la division du travail. Comme on a un excédent de céréales, de quoi manger beaucoup plus, il peut y avoir des populations humaines, si tu veux, qui sont vouées à autre chose que la production nourricière. Oui. Donc par exemple des bureaucrates, la bureaucratie, donc l'armée, des polices, etc. Donc on va voir apparaître des populations qui finalement sont on va dire un peu des parasites, et qui vont, se servir à contrôler les autres. Parce que pour aller, même en faisant vite, si tu veux, si on veut conquérir des territoires pour avoir plus d'esclaves, c'est ce qu'on appelait des captures, c'est vraiment des captures, une colonisation de capture, des guerres de capture. On avait capturé des gens pour en faire des esclaves, en fait. En tout cas, les intégrer à notre population. Accès à plus de ressources, des mines par exemple, quand on commence à passer le bronze, le fer, etc. Donc il faut du monde. Et donc on va avoir des populations qui, comme il y a beaucoup de nourriture produite, qui vont être vouées soit à ces conquêtes, l'armée par exemple, les armées, on voit apparaître des armées permanentes. D'accord, c'est à cette époque-là. Et les bureaucrates. D'accord, ok. Je tiens beaucoup avec les bureaucrates. Des bureaucrates et des institutions. Donc une société centralisée de contrôle. Oui, ah ben oui. Puis les bureaucrates, si tu veux. Alors après, on verra, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Mais en fait, plus compliqué parce qu'il y a plein de modèles possibles. Mais par exemple, un bureaucrate, c'est quelqu'un qui va pouvoir venir contrôler les cultures, puisqu'elles sont visibles. Tu vois, tous les peuples qui ont poussé des tubercules, tu vois, des pommes de terre, le taro, l'iguame et tout ça, c'est vachement facile à planquer. Le blé, l'orge, le maïs, ça se voit. Donc ça se voit, ça peut se compter, d'autant plus que c'est facile le grain à stocker, à compter. Donc ça va devenir aussi, si tu veux, la possibilité de développer des impôts. Parce qu'il y a de la thésaurisation, toujours. Mais oui. Donc il va y avoir de l'accumulation. Donc à quel moment on va commencer à nourrir des personnes non productives, aussi des artisans. Faut dire les choses. Là j'ai parlé d'armée, de bureaucrates. Il y a aussi des artisans. Donc il y a la spécialisation aussi des tâches, tu vois. Mais qui va s'accompagner. Alors bien sûr, donc ça veut dire la poterie, la métallurgie, tu vois, même l'art. Des gens qui ne sont pas voués, qui ne sont pas dans les champs, quoi. Mais on voit apparemment apparaître en même temps des structures hiérarchiques qui vont être des structures d'accumulation, puisque évidemment, produit, voilà. Et donc voilà, on voit apparaître les inégalités, l'esclavage. Et en fait, voilà, c'est comme ça que ça s'est développé, et ça continue à se développer comme ça. Alors que, tu avais envie que je parle de ça, on a vu des grands regroupements humains qui s'organisaient très très bien de manière horizontale. On pourrait parler d'ère culturelle, c'est-à-dire sur un certain espace, il y avait des villages, des regroupements de villages, beaucoup de relations commerciales, des échanges, beaucoup d'échanges, le commerce, la monnaie apparaît beaucoup plus tard, des échanges, mais des échanges aussi de savoir-faire, artistique. Mais tu arrives à les placer dans l'histoire, ces civilisations? Alors là, ça ne va pas me revenir comme ça, parce que c'est des travaux excessivement récents, tu vois, mais il y a eu des civilisations comme ça. Pourquoi c'est récent? Alors je voudrais citer quand même ces gens-là, là. Je ne sais pas si Alex peut zoomer un peu là-dessus. Bon, moi, c'est une grande référence pour moi. Oui, c'est bien anarchiste. Ouais, David Graeber. Donc, David Graeber était un anthropologue, il est mort en 2020, avant 60 ans, et un militant anarchiste. Donc c'est lui qui avait été à la base notamment du monument Occupy Wall Street. Voilà. Et David Wengroth est un archéologue.
Donc toute la littérature, tout ce qu'a écrit David Graeber, c'est pas forcément facile à lire, c'est extraordinaire. Et dans ce bouquin, au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité. Il cite tous ces exemples qui n'ont absolument pas été étudiés, parce qu'on a toujours... Oui, parce que ça ne sert pas le narratif actuel. Mais non. On a toujours étudié ça. Oui, parce qu'on a envie de nous montrer que de toute façon, comme tu le disais toi-même, la course de l'histoire nous menait inéluctablement au modèle dans lequel nous sommes actuellement. Et surtout, si tu veux, c'était pas, comment te dire, à part le langage de gens comme Hobbes, tu sais qu'on a déjà cité beaucoup Thomas Hobbes, c'était de dire, fantasmatiquement, il y avait des petits groupes de chasseurs-cueilleurs, bon, ils étaient peut-être égalitaires, ouais, peut-être, oui, mais dès qu'il y a beaucoup de monde, de plus en plus de monde, donc notamment avec la sédentarisation, la domestication des animaux et des céréales, c'est plus possible. D'accord. C'est plus possible. S'il n'y a pas des structures de commandement, de domination, c'est le chaos. Autoritaire, centralisé, totalitaire. Autoritaire mais protecteur, c'est-à-dire paternaliste aussi. Hein, voilà. Parce qu'à mon avis, avec la sédentarisation, l'accumulation, le fait de pouvoir accumuler, on voit apparaître le patriarcat aussi. Enfin, voilà. Pour moi, pour moi ça va complètement avec. Complètement. Alors, est-ce que je peux l'expliquer? Mais si tu veux, c'est une structure qui est patriarcale, c'est-à-dire on va voir apparaître, alors faisons un saut dans le temps. Bon, s'il y a des biens qui s'accumulent, il faut pouvoir les transmettre. Ça, voilà. Il faut un code de transmission. C'est ça, un code de transmission. Donc si on va un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire on va arriver chez les Romains et les Grecs, c'est pas si loin par rapport à ce qu'on est en train de dire, on va voir apparaître ce qu'on appelle des républiques ou des démocraties, où en fait, être citoyen, c'est être un homme, un guerrier si possible, mais un homme, alors je vais dire blanc par rapport aux étrangers, et on me dit voilà, vous êtes citoyen, c'est une démocratie, tout le monde a le droit de décider, sauf les femmes, les esclaves, les étrangers. Donc ça veut dire qu'il y a une très petite frange finalement de la population qui domine et qui décide. Ils appellent ça une démocratie. Donc pour revenir un peu en arrière, oui, je pense que le patriarcat apparaît vraiment, ou du moins se développe, devient prédominant, avec tout ce que ça implique, hein, avec la sédentarisation. Et puis, tu veux, avant, il y avait, je pense, alors chez ces peuples que décrivent ces gens-là, hein, qui ont existé, on avait des structures beaucoup plus horizontales. J'ai pas envie de dire égalitaires, simplement, ils n'avaient pas besoin d'une structure surplombante qui domine et qui gère avec des lois, des institutions, du contrôle par des bureaucrates, etc. et qui s'en sortaient fort bien. Donc c'était, si tu veux, pour moi, c'était des gens qui fonctionnaient, bon, qui étaient reliés, on vient de le dire, par des systèmes. Une sorte de maillage entre les différents. C'était des confédérations. Et juste pour donner envie pour ce qu'on discutera le prochain épisode où on va faire vraiment un saut quantique au XVIIIe siècle, on va voir que à partir du moment où il y a eu l'expansion ultramarine, c'est-à-dire la conquête par les Portugais, les Espagnols au départ, la découverte de l'Amérique, on va rencontrer des peuples qui vivaient encore comme ça. Oui, d'accord. Voilà, et tu verras, là je garde la surprise parce que c'est énorme, c'est énorme. Et donc revenons à cette idée que à partir d'un certain nombre de personnes, ils ne peuvent plus s'organiser ensemble de manière autonome, de manière, disons, égalitaire. Et donc ces confédérations qui ont existé sur des aires culturelles particulières, où ils ne parlaient pas forcément la même langue, etc., mais il n'y avait pas d'émergence de structure. Donc ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Donc la définition de l'État qui viendra beaucoup plus tard, hein, avec le monopole de la violence, monopole légitime, de la violence légitime, ouais, quand même, des bureaucraties très installées où il y a du contrôle par la bureaucratie, les impôts, la conscription, les recensements. Tu vois, un contrôle sur les gens vraiment. Aujourd'hui, on a atteint un niveau absolument incroyable. Et le fait qu'il y ait, si tu veux, ça peut être une troisième définition de l'État. Le combat des chefs, tu sais, les élections, tu as des personnages qui se croient charismatiques, qui s'affrontent, et puis, voilà, puis nous, on délègue notre pouvoir et notre souveraineté à ces gens-là. C'est fou parce qu'en t'écoutant, je me rends compte que on est tellement, dans cette soupe-là, hein, qu'on a tendance à la croire effectivement inéluctable et évidente et c'est difficile d'imaginer un monde qui fonctionnerait autrement. Ben c'est difficile et pourtant ça existait. C'est pour ça que quand tu as des gens comme ça, et James Scott que j'ai cité tout à l'heure est aussi un militant, se réfère aussi à l'anarchisme. Oui. Parce qu'en fait, quand tu parles aujourd'hui de la possibilité d'une autonomie, d'une souveraineté individuelle, mais avec des gens qui dialoguent. Oui. Tu vois, les peuples dont on parlera et qui ont été des peuples qui étaient, on va employer ce mot-là parce qu'il est plus simple, très égalitaires, sont des gens qui parlaient. Ils étaient sans arrêt en train de parler, de discuter ensemble, de chercher un consensus. Tu vois, c'est-à-dire que... Et donc,
l'émergence de dominants, de chefs, de leaders, etc., n'est pas obligatoire, ou elle peut être très ponctuelle. C'est-à-dire qu'on va confier, par exemple, Oui, une mission à quelqu'un, mais parce qu'on le reconnaît comme bien apte sûr, à le faire. là, la chasse, C'est la une guerre, cooptation. C'est une mais- cooptation. Oui, et puis attention, ça ne lui permet pas du tout, on le reconnaît comme bon dans ce domaine-là, mais ça lui demande, il n'a pas besoin d'accumuler des... Oui, des ça lui richesses donne pour aucun autant, droit ça lui absolu. donne Voilà. aucun droit. Et donc, en fait, on verra, si tu veux, que la définition de la liberté, parce que c'est la porte qu'on cherche à ouvrir, hein. La définition de la liberté, on pourrait donner trois comment dire, critères de la liberté, individuelle comme collective des peuples. C'est la liberté de quitter les siens, de se barrer. C'est-à-dire que ce système ne me convient pas, Oui. je me casse. Tu vois, donc Je n'y participe pas, je me casse. non, puis je m'en vais. Tu vois. On pourrait même imaginer que toutes les fortifications, les murs qui ont été édifiés étaient autant pour empêcher les barbares de rentrer que pour empêcher les arbres de sortir. Ouais, avec des contrôles, tout ça. Regarde, aujourd'hui, il nous faut des visas, des passeports, etc. Il y a un contrôle dès que tu veux bouger. Donc on peut t'assigner à résidence. Non, tu restes là, tu bosses, tu grattes. Donc ça, c'est la première liberté. On se barre. Je veux prendre mon exemple personnel. Contrôle judiciaire, qu'est-ce qu'il y a? Interdiction de sortie du territoire. Assignation à résidence. Devoir pointer une fois par semaine, devoir pointer dans la gendarmerie du coin, c'est-à-dire que tu ne peux pas partir loin. Parce que maintenant les moyens de transport sont assez rapides, mais on m'a dit, voilà, si vous devez partir en vacances pendant 15 jours ailleurs en France, il faut que vous nous signaliez à quel endroit vous allez. Une bureaucratie et une violence légitime, une force. Donc l'assignation à résidence, la contrainte, mais d'ailleurs on le voit aussi dans le dressage des chiens, des choses comme ça, pas bouger, c'est la première. La première. Oui. Pas bouger, ferme ta gueule. Voilà. Donc en fait, ça c'est la première liberté, c'est pouvoir se barrer. Donc on pense à la fuite des esclaves marrons aussi, les mecs qui se cassaient, quoi. Dans les forêts, ils allaient dans les forêts. Donc la deuxième liberté, c'est la liberté de désobéir. Et ça, on verra que dans des peuples qui ont existé, qui existent encore, si tu veux, s'il y a un gars qui a été reconnu, parce que voilà, c'est un bon orateur, parce que souvent, c'est le bon orateur qui est considéré comme quelqu'un qui est charismatique, mais ça peut être aussi un guerrier, ou un bon chasseur. Si ce gars il dit oui, mais tu vois, moi je suis un bon chasseur, maintenant tu vas faire ça pour moi, l'autre il lui dit non, mais dégage, ça m'intéresse pas ton histoire. Et il désobéit. Je rentre pas dedans. Liberté de désobéir. Donc ça, si tu veux, c'est des libertés, mais complètement fondamentales et qu'on a complètement oubliées. Alors, tu me parlais de James A. Scott, Oui. qui est l'Homo domesticus. Homo domesticus. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette notion. Parce Oui. qu'elle est, Elle te vraiment- travaille, ça veut Ah, elle dire. me travaille. Elle me travaille vraiment parce que le plus gros des conditionnements, pour moi, c'est celui dont on n'est pas conscient. Tu vois, qu'on a tellement intégré que finalement, parce qu'on ne peut se rebeller que contre quelque chose qu'on voit et qu'on désigne clairement. fait. Tu vois. Et cet homo domesticus, c'est un homme qui se domestique lui-même dans cette espèce de tractation de liberté contre sécurité, d'une certaine manière. Et même si le personnage libre, c'est marrant parce que quand tu regardes au cinéma, les héros, c'est toujours des gens libres, d'une certaine manière. Oui, oui. On ne met pas en avant, donc on sait très bien ce qu'il nous manque dans l'absolu, ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait Donc on fantasmer. le projette dans des romans ou dans des films. Oui, Et comme qui ça, sont on revient à la inatteignables. maison, Voilà. on est calmé. Ouais. On revient tranquillement à la popote. projette sur les héros, puis on revient à la popote, ouais. Exactement, c'est Ouais. exactement ça. Cet homo domesticus, tu relis pas mal de phénomènes à ça. Tu me parles d'assignation à résidence, effectivement, entassement. Oui. Entassement des hommes. Donc ça pourra découler aussi quand on va réfléchir sur les notions d'épidémie, Bien de sûr. contagion. Bien sûr. Tout ça en découle. Bien sûr. Tout ça en découle de Mais cette... en lien avec l'entassement, bien sûr, en lien avec la rencontre entre des espèces différentes qui étaient très loin les unes des autres, Oui. ou à travers la chasse, d'accord, mais là on s'entasse, et la misère. C'est-à-dire le fait d'avoir des catégories sociales, parce qu'on a parlé de la division du travail, mais il y a aussi la création de classes sociales ou de castes, qui fait qu'il y a toujours des castes inférieures, et qui sont, disons-le, des esclaves en fait, des esclaves. Qui crèvent de faim. Il y a, entre autres, avec cette mise en place du patriarcat, aussi cette assignation à résidence et mise en esclavage, ou si tu préfères, en soumission à asservissement du féminin, de la femme. Oui. Voilà. Il ne faut pas oublier que on peut parler un peu aussi, toi, la famille avec les transmissions, bon, le pater familias, mais le mot si je me souviens bien, familia, dans l'origine latine, ça veut dire esclave domestique. Donc on arrive finalement à une assignation à résidence avec des fonctions
par exemple, la femme reproductrice qui va pondre des enfants pour la conscription, pour faire des soldats ou Oui, parce qu'il y a mis en place des armées aussi. Bien sûr. Mais tu vois, parallèlement à ça, qui a inventé la poterie? Qui a observé le cycle de la végétation petit à petit comme ça, cueillir des choses, les goûter, en faire des remèdes, en faire... Les femmes. Donc tu vois, c'est aussi... Ça aussi, ça a complètement été... Donc il y aurait de quoi écrire une histoire souterraine des femmes, une histoire secrète des femmes. Bien sûr, quoi, je pense que ça s'écrit actuellement. L'idée, ça serait d'arriver à faire des synthèses entre tous ces écrits. Et c'est pour ça que des gens comme ça sont précieux. Parce que ça, c'est des gens qui sont complètement dehors. Parce qu'ils ont l'esprit anarchiste, c'est vrai. Donc ils vont aller chercher ce qu'ils ont envie de développer. Mais on place, si tu veux, tout d'un coup, tu sais, quand on fait de l'histoire, parlant de l'histoire, pas de préhistoire, on fait de l'histoire, ça demeure justement Mésopotamie, au moment de sédentarisation, domestication. Quand on fait de l'histoire, on te décrit des empires. Alors on a projeté le mot État, qui n'existait pas à l'époque, on a projeté le mot État vers ces gens-là, donc des empires, des États, on va le dire comme ça. Bon, les Incas, les Aztèques, tout ce que tu veux, mais on dit, il y a une période comme ça de magnificence, puis ça s'effondre. Oui. Et là, on parle de chaos, d'âge barbare. Ça, c'est comme ça que... C'est comme ça que l'histoire la raconte. Oui, l'histoire raconte. On parle d'âge obscur, d'âge sombre. Oui, c'est normal, parce que de toute façon, on veut nous conduire à la civilisation. On n'a aucune idée de comment vivaient les gens pendant ce temps-là. C'est-à-dire ça a pu être des moments, peut-être des effondrements d'origine climatique, mais peut-être aussi parce que tout le monde se barrait en disant on a un ras-le-bol de ces conneries, on se barre. Et donc ces gens se réorganisaient de manière horizontale avec... il n'y avait rien de somptuaire, il n'y avait peut-être pas des palais, des temples et tout, mais ils vivaient très bien. Puis après, à nouveau, mise en place. Oui, mais étant donné que les critères qu'on a pour juger parler de l'épanouissement humain sont des critères civilisationnels, en fait, notre grille d'analyse, elle est complètement faussée. Complètement. On va dire, ces gens-là allaient bien parce que leur civilisation était plus ou moins développée, alors qu'en fait, il n'y a pas de corrélation. Non. Il n'y a pas de corrélation. Peut-être une corrélation inverse, pour certains. Pour certains, bien sûr, jamais pour les élites. Oui, bien évidemment. Les élites se régalent. Donc en fait, si tu veux, tu voulais revenir à Homo domesticus, on peut s'interroger de manière... vraiment, il y a un questionnement, il y a même un mystère dans le fait que, oui, d'accord, il y a peut-être certains qui veulent prendre le pouvoir et puis exercer un pouvoir souvent excessivement violent. Ça peut être violent, c'est-à-dire que jusqu'au pater familias dont je viens de parler, là, c'est-à-dire au sein de la famille, David Graeber dit quand même la violence commence dans la famille, c'est-à-dire que le pater familias romain, qui était une république, Rome, il y a eu des empires, il y a aussi une république, avait droit de vie et de mort sur ses propriétés, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, ses esclaves. Il avait le droit de vie ou de mort. C'est-à-dire, on n'a pas parlé encore de la propriété privée, qui apparaît aussi avec ça, parce que si tu te sédentarises, tu peux délimiter des territoires et dire ça c'est à moi. C'est à ce moment-là que la propriété apparaît. Évidemment. Si tu veux la propriété, un chasseur-cueilleur, il va te dire qu'il a bien sûr ses propres armes, ses bijoux, ses décorations. Ça lui appartient individuellement, mais tout ce qui était nécessaire à la vie de tous les jours. Oui. C'est-à-dire se nourrir, se couvrir, s'abriter, se protéger, tout était partagé. Oui. Tu pouvais avoir tes armes, tu pouvais avoir tes parures, mais tout ce qui était essentiel était partagé. Et en fait, en plus, il y avait une accumulation de parures chez ces peuples-là, toujours aujourd'hui, qui servait aussi dans l'échange, dans le don et le contre-don, pour créer des alliances, etc. Tu vois, il n'y avait pas d'accumulation. Alors que là, on arrive dans un monde... Donc la domestication, ça veut dire comment est-il possible, si tu veux, que ces gens qui étaient capables dans des périodes dites intermédiaires, tu vois, entre plusieurs dynasties égyptiennes, on dit qu'il y avait des périodes intermédiaires, on ne sait pas du tout ce qui se passait, où étaient les gens, finalement. Eh bien, ils se réorganisaient, et ils vivaient très bien, et certainement beaucoup mieux. Comment fabrique-t-on, si tu veux, la soumission ? La fabrication de la soumission, de l'asservissement, alors aujourd'hui, à travers la propagande, à travers la peur, toujours la peur. C'est le moteur premier. C'est le moteur premier. Donc ce que tu disais tout à l'heure, c'est une forme de protection et de soin, il ne faut pas oublier ça. Le roi, c'est le père du peuple. Un soin apparent. C'est un père qui est capable de punir aussi. Voilà. Donc enfin, on a échangé effectivement, apparemment, notre liberté contre une forme de sécurité. Est-ce que c'est la bonne forme de sécurité? Est-ce qu'on ne peut pas se réorganiser entre nous sans passer par ces élites? C'est la question qu'on peut poser quand même. En tout cas, on va la poser dans les épisodes ultérieurs, parce qu'en fait, on est en train de chercher des portes. Il faut
pas l'oublier. Et on a dit que ces portes étaient toujours ouvertes. C'est ces gens-là qui vont nous parler. Non, mais réellement, là, en même temps qu'on discute, tu ouvres des portes en moi. Non, je te fais une petite confession. Hein. Mais au niveau émotionnel, ça brasse des choses, des sensations, des souvenirs, tu vois, de ces moments de liberté totale. Moi, je sais que j'ai eu tout un moment aussi dans ma vie où j'ai parcouru une partie de l'Europe, de l'Afrique à vélo. Déjà. À vélo, comme ça. C'est une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, donc en fait, pas grand monde me suivait. Enfin, tu vois, je veux dire, j'étais là où je voulais. Et je me souviens aussi de j'ai beaucoup la nostalgie de ces moments-là, la simplicité, la beauté de la vie dans ces moments-là, quoi, qui était beaucoup lié aussi à un côté chasseur-cueilleur, parce que quand tu as un vélo, tu n'emportes pas grand-chose avec toi, tu ne peux pas faire de gros stocks, tu vois ce que je veux dire? Donc je me souviens par exemple d'une fois où j'avais faim, j'arrivais pas à trouver, et puis d'un seul coup je tombe sur un pommier sauvage sur le bord de la route, c'était dans les pays de l'Est, et c'était ce festin de pommes, je m'en souviens encore, c'était extraordinaire, c'était les meilleures pommes de ma vie d'une certaine manière. Et la qualité de ces moments-là, elle disparaît complètement avec la sécurité, la surabondance que nous proposent nos modes de vie actuels. Et en même temps, donc l'individualisme aussi. Et en même temps que tu parles, ça brasse. D'autant plus, tu vois, dans ces aires culturelles, toi, quand tu parcours le monde comme ça, tous ceux qui ont parcouru un peu, voyagé, quand on arrive chez des gens, enfin, je veux dire, chez certains peuples, tu les as rencontrés moi aussi, dans d'autres régions du monde, il y a l'hospitalité. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces aires culturelles horizontales et égalitaires, on va employer ces mots-là, parce qu'il pouvait y avoir l'émergence, mais globalement c'était comme ça, il y avait aussi l'hospitalité. C'est-à-dire que ça allait de soi. Ça allait de soi, que la personne qui se déplaçait était accueillie, nourrie. En même temps, elle ne s'incrustait pas, tu vois, il y avait quelque chose. Il y avait une culture du nomadisme, oui, une culture de l'hospitalité. Une éthique de l'hospitalité. Et puis du don et du contre-don. Tu veux, c'était impossible de refuser à quelqu'un de quoi manger. C'est inimaginable pour ces gens-là. Ils ne peuvent pas imaginer ça. Ils peuvent pas. Et comme par hasard, on le verra hein, quand on étudiera certains de ces peuples, parallèlement à ça, l'hospitalité, le partage, en tout cas de ce qui est essentiel, comme par hasard, il y a une relation à l'homme, excuse-moi, je fais un lapsus, à la femme et à l'enfant qui est complètement différent. C'est-à-dire la femme a une place qui est équivalente à celle de l'homme. On reconnaît ses qualités. Tu vois, de créatrice, etc. Et les enfants, par exemple, ne sont pas battus, etc. etc. Donc il y a beaucoup de corrélations à faire. Et bon, ça ouvre des portes, comme tu dis, oui. Alors il y a une notion, comme on parle beaucoup d'accaparation, d'appropriation des biens, de création d'une élite et ainsi de suite. Ça m'amène immédiatement, il y a un mot qui me vient en tête, c'est le mot de pauvreté. Parce que finalement, la pauvreté n'apparaît que dans ces sociétés-là. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On ne peut pas imaginer qu'il y ait de la pauvreté chez les chasseurs-cueilleurs. Il n'y a pas de pauvreté. Tout le monde a pareil. Il y a des années d'abondance, il y a des années de moindre abondance. Mais on avance avec ce qu'on a. Et on partage, oui. Et on partage. Alors, moi, j'aimerais bien que tu me parles d'un lien, s'il existe, hein, entre trois notions qui sont souvent rapprochées, la pauvreté, la dette et l'esclavage. En fait, le lien, moi, j'ai écrit ça parce que pour moi, en tout cas, c'est une réflexion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crées des classes sociales, tu vas avoir forcément des classes inférieures qui, pour moi, vont être forcément esclavagisées. Hein, c'est-à-dire qui sont au service des autres. Oui, l'esclavage, ce n'est pas obligatoirement les chaînes et les colliers. C'est simplement le fait de faire une action pour quelqu'un d'autre. Dans des conditions de vie épouvantables. Oui, et puis il y a des conditions qui ne sont pas acceptables, c'est-à-dire dans des conditions que tu ne ferais pas pour toi-même, d'une certaine manière. Les emplois sous-payés sont de l'esclavage. L'esclavage, si tu veux, bon, bien sûr, hein, on rend hommage là à tous les peuples qui ont été esclavagisés, notamment les Africains. Il faut rendre hommage à ces gens-là. Qui est réellement asservis physiquement en plus. Il faut vraiment beaucoup de respect maintenant pour ces gens-là. Ils ont été, c'est épouvantable quand on réfléchit à ça. On se dit mais c'est pas possible. On appelle ça la civilisation, quoi. Alors que civilité, ça veut dire aussi que on partage, on prend soin de l'autre. Bon, bref, alors on est très très loin. Parce qu'on considère que ce sont justement des êtres inférieurs. Souviens-toi des Corvilles, là, dans une vidéo qu'on avait fait ensemble. Donc pour moi, oui, je fais une corrélation entre ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a des gens qui sont dans des classes sociales tout à fait inférieures, qui sont esclavagisés et qui donc sont pauvres. Mais la pauvreté n'existait pas, si tu veux. Comme tu dis, l'abondance n'était pas toujours la même, mais il n'y avait pas de pauvreté dans le sens de définir des gens qui sont pauvres par rapport à des riches. Tu sais, la civilisation se définit toujours par comparaison. C'est-à-dire, on est civilisé parce que les autres sont des sauvages. Il y a toujours une comparaison chez un civilisé. Il va dire, c'est un stade antérieur, c'est un stade primitif, ce sont des sauvages. Nous, on est civilisés. Mais en fait, c'est quoi une civilisation ?
C'est quoi une Oui, civilisation? puis la civilisation, elle implique une espèce de regard et de narratif sur une espèce de course de l'histoire, Oui, dans lequel il y a bien une sûr. espèce de progression, Tout à progression fait. sociale et ainsi de suite, chose qui n'existe pas chez les peuples premiers. Ils sont comme ils ont toujours été et comme ils seront toujours dans Et l'absolu. ce ne sont pas des gens primitifs et des stades antérieurs de l'humanité. Non, C'est c'est juste un mode de autre développement chose. complètement différent. Un mode de socialité C'est un complètement différent. mode de développement, on va dire, permaculturel d'une certaine manière, Mais oui. avec une permanence qui assure la permanence de la qualité de vie, c'est-à-dire qu'ils sont dans un rapport à leur environnement qui est un rapport dans lequel ils savent que les conditions de vie qu'ils ont eues, eux, eh bien, elles pourront être toujours valables pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Alors que nous, techniquement, c'est même de la folie de voir à quel point on se fout éperdument de nos enfants et nos petits-enfants. On prétend les aimer, mais d'un point de vue collectif, on les aime de façon individuelle, mais d'un point de vue collectif, on est en train de leur léguer une situation qui, à chaque génération, est de pire en pire. Oui, tout à fait, et puis ça va C'est- très 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 vite. Et ça va très Ouais, très vite. très vite. Donc on est des civilisations qui créent un narratif lié au temps, mais qui en vérité sont les plus inaptes à gérer cette échelle de temps. Parce qu'en fait, on le consomme et on le consume, alors que d'autres civilisations n'avaient pas de narratif par rapport au temps et en même temps étaient dans un rapport au temps qui faisait que... Connecté au vivant aussi, Eh oui. parce que c'est un peu notre fil il, conducteur. il perpétuait, il perpétuait en permanence. Mais tu vois, tu voulais le lien aussi avec la dette. C'est énorme de parler de ça, c'est énorme parce que David Garribert a écrit un bouquin qui s'appelle La dette, 5000 ans d'histoire quand même. Il remonte 5000 ans en arrière pour parler de la dette. Et en fait, si tu veux, le fait d'endetter les gens, donc pauvreté, revenons à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai besoin de manger, mais j'ai aussi besoin d'honorer mes morts, j'ai besoin de célébrer, de faire des rituels, donc je vais m'endetter. Et en fait, la dette, si tu veux, va de pair avec l'esclavage. Parce que l'esclavage pour dette, je dis qu'il existe encore, mais parlons de ces peuples-là. À l'époque, si tu t'endettais, si tu ne pouvais pas rembourser ta dette, et quelque part on ne t'en donnait pas les moyens, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais... Oui. Non, mais tu pouvais, si tu veux, donner ta femme, tes enfants, en esclavage. Ils devenaient les serviteurs ou des objets sexuels pour des dominants. Ça, c'est historique tout ça. C'est-à-dire qu'ils étaient, pendant un certain temps, peut-être toute leur vie, mis en esclavage, donc en servitude, en tout cas, parce qu'ils s'étaient endettés. Donc la pauvreté, l'esclavage, la dette, ça tourne en rond. Et quand je dis qu'aujourd'hui, si tu veux, on est encore dans un système d'esclavage pour dette, regarde des gens qui ont des jobs à la con, vraiment des métiers inutiles, nuisibles, etc. Mais il faut qu'ils gagnent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont endettés. Oui, bien sûr. Et on te dit... Il y a des personnes qui t'ont dit, moi je prends un boulot alimentaire débile, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Pas le choix. Alors, il y a des gens, sincèrement, là où ils en sont, ils n'ont vraiment pas le choix. C'est juste manger, se nourrir. Mais un autre, ça va être pour s'acheter un SUV ou le dernier iPhone à la mode. Ils vont s'endetter. Donc, en fait, ils restent esclaves d'un mode de société qui les utilisent, en fait, je veux dire. Regarde les burn-out. Qui les méprisent et qui les broient. Voilà. Donc burn-out, donc ça c'est une maladie de civilisation. Tu connais aussi le bore-out, c'est-à-dire des gens qui s'ennuient dans ce qu'ils font. C'est-à-dire c'est pas seulement qu'ils travaillent trop, c'est qu'ils se font chier. C'est-à-dire ça n'a plus aucun sens. Donc perte de sens et de repères, on en a parlé aussi. Et nous, ce qu'on cherche, c'est retrouver du sens et des repères, justement. Avant de conclure cet épisode-là, je voulais quand même qu'on revienne sur l'une des structures les plus représentatives de cette sédentarisation. C'est la structure physique qui permet la sédentarisation, c'est-à-dire la ville, la cité. Oui, la cité, la ville. La cité. Ouais. La cité, lieu de tous les fantasmes. Ouais. pour un sauvage comme moi, lieu de toutes les perditions et surtout un lieu qui ne fonctionne pas. On parlait de système de regard permaculturel. Moi, je sais qu'dans ma formation en permaculture, on te dit globalement, une ville est une aberration totale. Elle ne peut pas fonctionner. Elle consomme beaucoup plus qu'elle ne peut produire. Elle ne fonctionne que parce qu'il y a quand même à l'époque, tu sais, même au 19e siècle, il y avait contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y avait énormément de jardins intramuros. Oui, tout à fait. Énormément. Mais en périphérie grands immédiate, jardins. Oui, tout à fait. Et puis après, il y avait la ceinture, si tu veux, comment on appelait ça, une vivrière, qui était autour, mais il y avait des jardins à l'intérieur. Aujourd'hui, on a... Et puis les cités ont augmenté en taille énorme. 80% des gens vivent dans des villes aujourd'hui, Dans le monde? Oui. Et pour ne pas te dire de bêtises, donc... au jour d'aujourd'hui, entre 8 et 9 milliards d'humains, il y en a 2 ou 3 milliards qui vivent dans des bidonvilles.
Donc ça veut dire que tu parles de pauvreté, tu parles d'esclavage Oui, moderne, c'est même plus de la pauvreté. il y a là, une paupérisation considérable, une différence comment dire, je ne sais pas si on peut appeler ça de la qualité de vie, mais de possession, mais c'est complètement aberrant, mais on le sait aujourd'hui. On a des gens qui ont des biens à ne plus savoir que faire. Et, bon, voilà. Et donc en fait la ville pour moi c'est complètement incompréhensible aussi, mais les gens se sont retrouvés dans des villes parce que je pense que ça favorisait, avec la ceinture maraîchère autour, hein, il y avait les champs autour, donc au centre le temple ou le palais, et puis les gens, il y a vraiment une stratification. Tu as, si tu veux, une caste de guerriers, il y a les prêtres, puis tu descends, il y a les artisans, les commerçants, puis en dessous, il y a les esclaves. Ben, regarde, prends cette structure qui est une structure qu'on pourrait ramener au Moyen-Orient, tu vois, à l'époque, hein, je parle du croissant fertile de la Mésopotamie, donc les premières grandes cités, hein, comme Uruk, etc. C'est fait comme ça. C'est déjà hiérarchisé comme ça, et c'est toujours comme ça aujourd'hui. Regarde aujourd'hui le monde paysan, qu'est-ce qu'il en reste, comment on les considère. Ils sont complètement pris dans un système d'assistance, de dépendance par rapport aux énergies fossiles, etc. C'est une catastrophe, mais ça a commencé là. Ça a commencé là. Mais c'était pas partout comme ça. Tout le monde ne s'est pas mis dans des villes. Aujourd'hui, oui. Mais là, à l'époque, non, pas du tout. Il y avait plein de gens qui vivaient dans la nature, des relations et en plus, entre des structures même, étatiques, mais complètement différentes. Toi, il y avait des structures où il y avait énormément de souveraineté dans le sens de la légitimité de la violence, tu sais. Donc voilà, mais peu de bureaucratie, par exemple, etc., etc. Bon, ça, on verra, c'est intéressant, c'est l'État, ça. Mais la ville, oui, l'apparition de la ville. Ouais. La ville, la cité, avec elle, en tout cas, quand on parle... Donc les épidémies. Hein, oui, les épidémies, donc ça, on va y revenir largement dans des épisodes suivants. Il y a la gestion de la cité, la gestion politique de la cité. Donc on commence à avoir une vision politique de la gestion de ces espaces-là. Il y a deux mots qui reviennent dans les périodes, bien au-delà du néolithique, hein, on est plutôt sur des civilisations antiques, mais la démocratie et la république. Oui. Avec des définitions extrêmement étroites de ça. On se rend compte que finalement, on est très loin du modèle qu'on a actuellement. Mais disons que si... En apparence. Après, il y a aussi ce qui est très intéressant, même si je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, mais de se rendre compte qu'il y a eu énormément de monarchies aussi, hein, ou d'empires, des rois. Mais qui pouvaient être des rois de pacotille, il y a aussi des rois qui avaient très peu de pouvoir, en fait, hein, jusqu'à des empires avec des... Voilà. Mais là, moi, pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la République et de la démocratie, en mettant une définition que j'ai trouvée, parce que je vais chercher des définitions pour voir aussi comment on définit les choses. Oui, alors la République est un régime fondé sur la représentation et donc sur l'élection. Voilà. Donc c'est un système délégatif, oui. qui est pour moi là l'un des premiers cancers de toute société. C'est à partir du moment où tu commences à déléguer à quelqu'un le pouvoir, d'un seul coup tu lui donnes un chèque en blanc, quoi, et puis surtout quand les élites sont complètement corrompues. Mais parce que je pense que l'élitisme ne peut que corrompre. Je pense que le pouvoir corrompt. Je veux dire, la meilleure des âmes, c'est-à-dire que le système porte en lui-même sa propre iatrogénité, quoi. Ah ouais, sa propre pourriture. C'est-à-dire c'est pas possible de donner énormément de pouvoir à quelqu'un parce que l'âme humaine est ainsi structurée, parce que l'humain, et là, on retrouve je pense que l'humain n'est pas encore né. C'est-à-dire le vrai humain, humain n'est pas encore né, effectivement, et donc on n'est pas câblé, on n'est pas équipé pour gérer de façon non délirante un tel afflux de pouvoir. Tout à fait. Comme on n'est pas équipé pour gérer un tel afflux d'argent, de monnaie, de biens. On le voit, le nombre de personnes qui font fortune et puis qui pètent complètement les plombs, qui n'arrivent pas à le gérer. Et qui en veulent toujours plus. Oui, parce qu'il y a une pathologie, réelle, parce qu'on n'est pas adapté à ça. On n'est pas adapté à ça. Et les élites sont toutes corrompues, voilà. Donc la République est un régime fondé sur la représentation et donc sur l'élection, alors que la démocratie donne directement le pouvoir de faire les lois au peuple, comme à Athènes. Donc actuellement... C'est des définitions qui ne sont pas les miennes. Hein. Non. C'est officiel, c'est reconnu comme ça. Et donc je disais tout à l'heure, que ce soit la Rome antique ou la Grèce antique, c'était des régimes totalement esclavagistes, totalitaires, guerriers, totalitaires, violents. Ce que je veux dire, c'est regarde l'Empire romain, regarde voilà. Et puis la cité grecque, rappelons-le quand même, 40% d'esclaves. Et en fait, ce qu'on appelait un citoyen, celui qui avait le droit à la parole. C'est une certaine catégorie d'hommes. Mais bien sûr, des hommes, que des hommes. Ouais. Alors moi je dis blanc, mais pour que les gens comprennent ce que je veux dire, c'est-à-dire il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de métèques, voilà. Et puis il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Et donc en fait, ça veut dire que on prend une très petite partie de la population
les hommes, structure patriarcale, le pater familias, tu sais, le droit de propriété qui apparaît à ce moment-là, c'est le droit romain, hein, c'est usus fructus abusus. Ça veut dire user de ton bien, le faire fructifier, alors fructifier, en avoir toujours plus, et en abuser. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as le droit de vie et de mort quand même. Voilà. Et donc, notamment, voilà, ces peuples esclavagisés aussi, d'avoir des esclaves qui sont éventuellement des esclaves pour dette. Donc si c'est ça une démocratie, tu m'excuseras, mais c'est pas forcément le modèle le plus glamour pour moi. Alors on est quand même, avec toutes ces cités qui commencent à grandir, dans un processus, moi, qui me semble évident, physiquement, spirituellement, à tous les niveaux, d'éloignement du vivant. On prend de plus en plus. Bien sûr. Alors physiquement, hein, parce que quand tu es dans un centre-ville, tu vois, tu as le pigeon. T'as l'arbre au milieu du square, tu es tout content, tu as le petit pré là pour aller t'asseoir, pour aller poser ton cul sur 10 mètres carrés de pelouse. Enfin, tu n'as plus aucune conscience de ce que c'est que le naturel. Le vivant. Ouais, le vivant, oui, le vivant plus que le naturel. Dans sa complexité, sa diversité. Psychologiquement aussi, parce que tu te crois protégé derrière tes murs. Donc ça crée une forme d'arrogance par rapport au vivant, parce que tu dis, voilà, moi je suis à l'abri des tempêtes, je suis à l'abri de tout ça. Et donc ça donne un rapport au vivant qui est un rapport de domination, évident, parce que tu te dis, c'est un peu comme celui qui est protégé par le grand frère et qui va aller faire toutes les provocations parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui gère derrière, quoi, tu vois. Là, c'est un peu la même chose. Non, puis par rapport, ne serait-ce, tu vois, regarde le monde microbien qui est perçu que dans des aspects négatifs, alors qu'en fait c'est la base de la vie. Parce qu'on regarde donc avec la cité, avec tout ce que tu décris là, on peut parler aussi d'une forme d'hygiénisme, mais ben, pas dans le bon sens du terme. Il y a une hygiène qui consiste à prendre de la distance par rapport aux vivants, alors sans se rendre compte qu'ils nous habitent en permanence. Donc dans les villes, non mais c'est catastrophe. Dans la cité grecque, là, tu m'avais cité une personne, enfin un courant de pensée en particulier, c'est l'aristotélisme. Ouais, Aristote. Ben parce que tu sais, à partir du moment, à la Renaissance, et ça tu verras, là on fait un grand pas vers l'épisode suivant, c'est super. À la Renaissance, dans la fin du Moyen-Âge, la fin du féodalisme, en fait, comment te dire ça par rapport à ce que tu viens de dire, on va baser la manière de concevoir les relations entre humains, en fait, sur le modèle grec ou romain. Et notamment au niveau juridique. Hein, donc, on t'a parlé de la politique, mais il y a la justice aussi, oui. Voilà, les institutions, et on va prendre pour modèle, apparemment, les grands philosophes grecs, voilà, donc Aristote, donc ça va être il va être sans arrêt mis en avant, etc. Oui, quelqu'un de très mécaniste d'ailleurs. Voilà, alors oui, alors déjà on prend comme référence la Grèce et Rome à travers des personnages charismatiques comme notamment la philosophie aristotélicienne, qui est très mécaniste, comme tu viens de le dire. Donc il y a déjà une prise de distance par rapport au vivant, par rapport au féminin. Et comme par hasard, pour faire un lien avec ce qu'on vient de dire, c'était des esclavagistes, mais alors à 100%. Aristote disait que l'esclavage était naturel. Il parlait d'esclavage naturel. Donc si tu veux, on commence à la Renaissance, on reprend modèle sur ces gens-là. Et je veux absolument pas spoiler ce qu'on va dire parallèlement à ça, parce qu'il y a eu d'autres modèles. Et c'est passionnant d'en parler, on en parlera dans le prochain épisode, mais on a pris pour modèle des gens qui étaient des esclavagistes, et des gens qui étaient des dominants, c'est-à-dire que, mais même les philosophes des Lumières, même tous ces gens-là qui ont été, voilà, les encyclopédistes, mais c'était des gens c'était des bourgeois, c'était des gens qui avaient des serviteurs, tu vois, ils étaient dans une culture, ils avaient intégré une culture esclavagiste. Pour eux, il n'y avait pas d'autre modèle possible. Mais, tu sais, il y a une pensée qui me vient immédiatement, enfin, je veux dire, le modèle que tu décris, ce modèle de sédentarisation, de développement de la cité, de développement de la politique et domestication tout, domestication, c'est un modèle qui, pour la majorité des gens, n'a quasiment aucun intérêt et que des inconvénients. Alors pour une élite, je suis d'accord. Oui, mais ils ne savent pas quoi faire d'autre. Parce que pour une élite, oui, d'accord, c'est l'accaparation totale. Mais pour la majorité des gens, ça a si peu d'intérêt et tellement de contraintes, comment ça se fait que ça soit devenu le modèle dominant? C'est un mystère pour moi. Ça, c'est un mystère pour moi. C'est-à-dire, si tu veux, le consentement... Comment ça se fait qu'on y ait adhéré à ce point-là? Le consentement à la soumission, à l'asservissement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc je pense que comme tu décrivais tout à l'heure, l'hubris, la démesure des élites dans leur besoin de pouvoir, mais d'un pouvoir qui va jusqu'à la torture, la mise à mort, le droit de vie ou de mort, et l'accumulation de richesses, on a en face des populations beaucoup plus nombreuses qui vont accepter ce modèle-là. Et ça, franchement, là, il y a vraiment un mystère.
Donc il faut aller chercher, parce que tu as très bien décrit le fait qu'on est tellement formaté dans ces modèles, le patriarcat, le racisme, ouais. le fait qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres, etc., l'esclavage, on est tellement... Alors intellectuellement, oui, on essaye de s'en sortir, mais c'est très très difficile de sortir de ça. Donc il faut aller chercher des modèles qui peuvent être bien ailleurs dans le monde, et à d'autres époques éventuellement, qui vont nous montrer on peut vivre autrement, ensemble, tout en étant très nombreux. Pas forcément des petits groupes, ça y est, on revient à des petits groupes, 50 personnes, maximum 150, et on redevient chasseur-cueilleur. C'est pas le but. Mais peut-être des petites structures autonomes, tu vois où je veux en venir, des petites structures autonomes, mais reliées les unes aux autres. Oui. Avec des échanges de savoir-faire, mais même au niveau artistique, à plein de niveaux. Toi, tu sais faire ça, moi, je sais faire ça. Et donc, presque un principe de don et de contre-don. Tu sais que la monnaie est apparue. On n'a pas parlé beaucoup de ça. La monnaie et l'écriture sont arrivées excessivement tard. Et la monnaie et l'écriture, bon, allez, ce qu'on appelle la période axiale, tu vois, 500 peut-être avant notre ère. Mais ça apparaît pourquoi? Parce que déjà, pour qu'il y ait de la monnaie, il faut qu'il y ait de la métallurgie. Oui. Donc, il faut qu'il y ait des mines, il faut qu'il y ait des esclaves dans les mines, excuse-moi, des prisonniers de guerre oui. ou des esclaves pour dette, etc. Mais à partir du moment, pourquoi on crée une monnaie? Parce que, si tu veux, au lieu de faire un système de dons et d'échanges à partir de besoins fondamentaux, on va commencer à avoir la possibilité d'échanger, créer de la notion de valeur que cette pièce-là qui est en or, en argent, tu peux avoir une femme, un bœuf, quelque chose en échange. Donc ça, c'est déjà quelque chose de particulier. Et l'écriture, il ne faut pas oublier que dans la civilisation sumérienne, donc 3000 ans avant notre ère, l'écriture ne sert qu'à comptabiliser les richesses. C'est la première apparition de l'écriture. Oui. Comptabiliser les richesses et les scribes, etc. En fait, c'est avant de faire de la poésie, d'écrire des romans, tout ce que tu veux. Après, on va écrire l'histoire des rois, etc. Mais on écrit pour fixer. Alors, il y a d'autres systèmes que l'écriture. On possède ça. Lui, il a les impôts. Définir les impôts, etc. Donc, tu vois, tout ça est la même histoire. Et en fait, on est complètement pris dans ce système-là. On se posait la question tout à l'heure et en même temps que je te posais la question, je me demandais, en tout cas j'ai une bribe de réponse qui montait, je voulais te la proposer. On disait finalement il y a si peu de bénéfices et tellement de contraintes, est-ce que quelque part le narratif des puissants n'exerce pas cette force d'attractivité qui se dit peut-être que moi aussi un jour je pourrais être comme eux? Et on espère. Tu vois, je pensais à ça parce que c'était encore ce matin, je ne sais pas pour une raison X ou Y, je voyais un compte Instagram de quelqu'un qui déballait sa richesse devant tout le monde. Et je voyais le nombre de personnes qui suivaient ce compte, d'une femme qui finalement juste n'a rien à foutre de sa vie, qui doit être certainement une héritière, et qui balance les photos de toutes ses acquisitions, ses baraques, ses bagnoles, et ainsi de suite. Et je me dis, mais comment cette femme-là, on l'adule plutôt que de lui cracher à la gueule? Je veux dire, un tel affichage d'accaparation personnelle devrait automatiquement dire mais en fait c'est du parasitisme ce que tu fais là. C'est-à-dire qu'avec ton mode de vie, tu pourrais faire vivre plusieurs milliers de personnes décemment. Bien sûr. Et toi, en fait, tu nous affiches ça à la gueule et au lieu de créer un mouvement de révolte, chacun est là en se disant moi peut-être que je pourrais avoir ma petite part du gâteau moi aussi. C'est peut-être épisode précédent, épisode numéro 2, c'est peut-être lié à la démesure, à l'hubris, lié à l'hypertélie du cerveau, l'hyperdéveloppement du cerveau, avec, si tu veux, cette structure nerveuse qu'on a nommée le striatum, avec cette récompense de dopamine chaque fois que tu acquiers quelque chose, qui est rentré dans la démesure. Et je pense qu'on pourrait l'expliquer comme ça. J'aime bien le recours à la biologie pour ça, parce qu'autrement, c'est pas compréhensible. Donc en fait, je pense que par rapport à cet animal terrorisé dont on a parlé, l'humain serait un animal terrorisé, donc aurait créé des structures de contrôle et de pouvoir pour pouvoir maîtriser le vivant, parce que le vivant le terrorise, en fait, il veut s'en éloigner le plus possible. Je pense que dans cette démesure, on a ce besoin compulsif d'accumuler de la richesse. Sauf que on s'aperçoit que c'est pas possible que tout le monde accumule de la richesse. Donc forcément, il va y avoir ceux qui accumulent et ceux qui pâtissent et qui aident les autres à disons accumuler. Que cette accumulation de richesse, elle était régulée tant que nous étions des nomades, chasseurs-cueilleurs, parce que finalement, on était contraints par les limites de denrées disponibles sur un espace donné. Pas seulement, socialement aussi. Tu as eu des structures où il y avait quelqu'un qui commençait à accumuler, il y avait de grandes fêtes qui se faisaient régulièrement où on repartageait tout, des grosses C'est vrai qu'il y a pas mal de traditions dans lesquelles une fois par an, on remet tout à zéro. Le potlatch, on met tout ensemble et on fait des grosses fêtes. Et ça, c'était très régulier. C'est-à-dire ceux qui avaient accumulé, par exemple, un butin. Voilà, c'est un guerrier, un chasseur, il y avait un butin, il ramenait ça.
on partageait. On partageait. Donc il y avait cette redistribution-là. Donc ça veut dire que ce n'est pas un modèle obligatoire. On est capable de vivre autrement. Et ça va jusqu'à, si tu veux, des rois telés, des petits dictateurs, des petits tyrans qui pouvaient être mis à mort. Où les gens se barraient, où ils les mettaient à mort. Ils disaient, tu fermes, maintenant, stop. Il pouvait y avoir des mises à mort rituelles de ces gens-là. Il ne faut pas rigoler, mais il y a un côté jubilatoire. Mais complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, le jubilé, ouais. Ce modèle qu'on a décrit, qui représente quand même le modèle dominant à l'échelle de l'humanité. Dans la civilisation occidentale, ouais. Rappelons-le. Voilà. Est-ce qu'en parallèle, et jusqu'à encore une histoire récente, il y a eu d'autres modes de développement? Bien sûr. Et ce que je te propose surtout, c'est de le développer ça dans un épisode ultérieur. Ah oui. C'est-à-dire qu'on va faire un saut quantique entre les civilisations sumériennes et compagnie, donc plusieurs milliers d'années avant notre ère. On va arriver au XVIIIe siècle. Donc ce que je te proposerais, ou on peut le faire maintenant, mais ça dépend du temps qu'on a, de poser des étapes. Moi, j'ai pas trop envie de rentrer dans le détail de chaque siècle, parce que si tu veux, on va en parler au niveau des épidémies, pourquoi les épidémies à telles époques, etc. Mais on va pas reparler de ces choses-là. Si on veut poser, si tu veux, pour moi, un jalon essentiel qui va nous permettre de parler de ça, c'est-à-dire des autres modèles de faire société, de vivre ensemble, on va pouvoir, même si ce n'est pas explicable pour l'instant, on va prendre une date, 1492, donc en fait Christophe Colomb. Découverte de l'Amérique. Mais là on est dans l'histoire, enseignée. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Une civilisation occidentale, qui avec tout ce qu'on vient de décrire, déjà au XVe siècle, va découvrir à travers des pérégrinations, donc d'abord les Espagnols, les Portugais, ils vont aller dans les océans Indiens, etc. Et puis bien sûr les Amériques, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? D'autres modes de vie. Ah oui, et ils vont pas forcément découvrir, ils vont pas forcément découvrir partout, parce qu'il y en avait aussi, Ils vont découvrir d'autres empires, les Chinois, les Incas, il y avait des empires, d'autres empires, bien sûr des rois, etc. Et d'autres modes aussi de vie. Et en fait, comment ça a pu les inspirer? Et là, je mets, point de suspension. On rentre dans le XVIe siècle. Donc, le XVIe siècle, c'est moi j'appelle ça, je l'ai lu, expansion ultramarine. C'est-à-dire qu'on quitte vraiment l'Occident pour aller à la découverte du monde. Et à ce moment-là, on va découvrir autre chose. Et qu'est-ce qui a pu découler de ça? Parce qu'on voit poindre, au-delà de ça, les Lumières, XVIIIe siècle. Quel a pu être le lien, l'influence de ces voyages qui étaient des voyages de colonialistes, je veux dire, commerçants, curés et militaires. Je veux dire, voilà. Quelle peut être l'influence sur ce qui est advenu après? Point de suspension. C'est une magnifique ouverture vers... Parce que c'est important, effectivement, parce que si effectivement on constate que comment nous sommes arrivés là et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre, ça aurait le coup de savoir qu'est-ce qui a pu exister en parallèle. Des portes, il y en a partout en fait. Il y en a partout. Ouais. Il suffit de les ouvrir, d'avoir le courage de les ouvrir. Elles sont déjà entrouvertes. Mais on a peur, tu sais. Ça me fait penser à ce syndrome qui a été décrit médicalement. Des gens qui sont restés très longtemps prisonniers, dans les prisons, des gens emprisonnés, et qui ont développé une inaptitude totale à la liberté. C'est-à-dire que, je répète, ça a été décrit par des chercheurs universitaires qui réfléchissent là-dessus. Ces gens-là sortent, ils sont incapables de retourner à la vie libre. Enfin, libre. Si on veut, tu comprends ce que je veux dire, en tout cas pas dans une prison, et pourquoi pas jusqu'à récidiver pour pouvoir y retourner, ou chercher un boulot en prison, travailler dans les cuisines, tout ça. Pourquoi? Alors, est-ce que nous avons perdu, et jusqu'à quel point, notre aptitude à la liberté, l'aptitude à fuir des systèmes qui sont pour nous intolérables, l'aptitude à s'opposer, à désobéir, à s'opposer, et à inventer ou réinventer d'autres possible au niveau social. C'est-à-dire qu'on verra qu'il y a des peuples qui, sans arrêt, remettaient en question leur structure sociale en discutant. Tu vois, par exemple, il avait l'émergence d'un chef ou un roi, et donc, régulièrement, il disait, régulièrement, c'était peut-être pas tous les 3 jours, mais il disait, ici, on passait à autre chose. Et toi, il y avait cette fluidité aussi. Alors que nous, on nous propose des modèles qui sont pyramidaux, hyper rigides, en fait, et incontournables. Et on est dedans. Alors, ouvrons des portes. Voilà. Et je pense qu'il faut notamment
on va appeler ça des théoriciens anarchistes aussi, qui nous ont donné plein de pistes. Proudhon, Bakounine, Kropotkin, des gens comme David Graeber. Je ne l'ai pas lu et franchement, dès qu'on arrête cette vidéo, je vais commander il a écrit un bouquin qui s'appelle Bullshit Jobs, où il explique que plein de gens font des métiers complètement inutiles ou nuisibles, bullshit job, des boulots à la con. Il a écrit plein de bouquins super passionnants, pas faciles à lire, mais super passionnants. Et surtout, Oxygène. Merci Eric. Merci Thierry. Non, merci, à bientôt. Non, vraiment, réellement, enfin voilà, même en cours d'échange, tous les deux, ça part. Je m'agrippe à quelques trucs, je me dis, ça, il va falloir que je me repose cet après-midi là-dessus pour le laisser Avec se ton développer. comptable. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Eric.